Le loup-garou. Cette histoire se déroule dans la ville de Boston en 1975. 3 amis étudient au collège Saint-Joseph. Ross, Jenny et Nick étaient de très bons amis. Ils étaient toujours ensemble. Un soir, alors qu'ils avaient terminé les cours, ils étaient debout et discutaient près de la porte d'entrée du collège. Ils n'ont pas remarqué que la nuit était tombée. « Les gars, vous devriez tous les deux venir chez moi les week-ends. » Je dois faire mon devoir. Hé Jenny, viens maintenant. Si tu ne viens pas, à quoi bon ? Ok les gars, ok, je viens. Lorsque Jenny, Ross et Nick regardent la route, ils aperçoivent une personne mystérieuse qui les regarde fixement. Les gars, voyez-vous ce mec bizarre qui nous regarde ? Oui, je le vois. Attendez ici et je vais lui donner une leçon. Nick court après l'homme et l'étrange inconnu s'enfuit rapidement dans la forêt. Oh, tu te crois rapide, hein ? Je vais t'attraper. Nick court férocement après lui dans la forêt. Nick est entré dans la forêt après avoir couru pendant longtemps. En regardant, il ne voit personne autour de lui. La nuit a englouti toute la lumière, à l'exception des rayons de la douce lueur de la pleine lune suspendue dans le ciel. Il ressent soudainement un regard qui l'observe depuis les buissons voisins. Et ses yeux brillent d'un rouge féroce et maléfique. Nick devient nerveux. Il commence à courir vite. Et une ombre étrange lui court après. Nick court vers la colline près de la forêt et voit un fossé devant lui. Que dois-je faire ? Où dois-je aller ? Oh, quelqu'un, aidez-moi s'il vous plaît. Nick a peur. Il regarde le fossé. Il sent une créature qui respire profondément derrière lui. Nick regarde nerveusement derrière lui et il y a un homme aux yeux rouges. Qui êtes-vous ? Nick voit les ongles de l'homme pousser lentement. Tandis que la lumière de la lune éclaire son corps, ses vêtements se déchirent de sa poitrine. Ses dents ont étrangement et rapidement poussé et se sont recourbées, prenant la forme de crocs de loup. Il se transforme en loup-garou sous les yeux de Nick, et Nick est vraiment horrifié. « Laissez-moi s'il vous plaît, laissez-moi partir, laissez-moi partir, laissez-moi partir !» Le désormais loup-garou attaque Nick, lui infligeant une forte hémorragie au niveau du cou. Jenny court, arrive en pleurant hystériquement jusqu'à la maison de Ross. « Jenny !» Ross, le corps de Nick a été retrouvé mort près de la colline. Il a été assassiné par un loup-garou. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu m'as bien entendu. Nick n'est jamais rentré à la maison. Alors la police est allée dans la forêt pour le chercher, car je leur ai dit qu'il s'était enfui dans la forêt. Oh, j'aurais tant aimé l'arrêter. Les 2 amis se rendent chez Nick et trouvent le cadavre de Nick, qui les fait pleurer toutes les 2. Ross éloigne doucement Jenny de cette scène horrible. Est-ce qu'un loup-garou l'a vraiment tué ? Comment est-ce possible ? Tu ne me crois pas, n'est-ce pas ? Retrouve-moi à la bibliothèque municipale demain. Jenny montre à Ross un livre qui parle des loups-garous. En 1521, ils ont été vus pour la première fois en Allemagne. C'est une espèce très dangereuse. Ils prennent la forme d'humains les jours normaux, mais la nuit de la pleine lune, ils ressortent leur forme de loup-garou. Et quel que soit leur effort, leur côté humain est incapable de surmonter les instincts déchaînés du loup qui est en eux et de s'empêcher de tuer. Ross regarde les étranges images de personnes dans le livre. Il étudie attentivement les pages du livre devant lui. Tout à coup, Mike arrive en courant vers eux. « Où étiez-vous passé ? Je vous ai cherché partout !» Que s'est-il passé, Mike ? 5 élèves sont morts au collège. Tous ont été victimes d'un loup-garou. Ross est horrifié en entendant cela. Viens, Jenny, on devrait y aller. Ross, on devrait trouver un moyen de tuer ce loup-garou. Dans ce livre, il est dit qu'on peut le tuer les nuits de pleine lune. Et il ne devient qu'un loup-garou les nuits de pleine lune. Si quelqu'un le poignarde au cœur avec une dague d'argent, il est sûr de mourir. C'est écrit dans ce livre. On pourrait juste aller chercher une dague au Walmart du coin. Mais que ferons-nous alors ?
C'est seulement quand il deviendra un loup-garou qu'il devra tuer un humain. Et c'est là qu'on pourra le tuer. Tu es folle! Il est hors de question que je participe à tout ça. Qui risquerait sa propre vie dans une mission comme celle-ci? Ok Ross, si tu ne veux pas venir, ne viens pas. Mais je veux le faire pour Nick. Jenny, si ça ne te dérange pas, j'aimerais t'aider. Mon meilleur ami John a aussi été tué par ce loup-garou. Jenny sourit à Mike. Ils ont quelque chose en commun. Ils forment tous deux une alliance téméraire et se plongent tête baissée dans la planification de leur attaque, jusqu'à la nuit de la pleine lune suivante. Mike vole le collier en argent de la maison et fabrique la dague en la confiant à un forgeron. La nuit fatidique de la pleine lune arrive enfin. Mike et Jenny montent la garde près de la forêt. Ils portent tous deux des jointures blanches, serrant une dague en argent dans leurs mains respectives. Entrons dans la forêt maintenant. Jenny et Mike avancent avec prudence, une torche à la main. Ils marchent jusqu'à la zone vallonnée et y attendent anxieusement. Il est minuit. Combien de temps cela va-t-il prendre? Il n'y a pas de temps à perdre, Jenny. Il n'y a plus de temps. Si nous ne tuons pas le loup-garou aujourd'hui, qui sait combien de vies seront perdues? À ce moment-là, le loup-garou grimpe au-dessus de Mike et l'attaque soudainement. La dague de Mike lui a glissé des mains, tandis que les dents mortelles du loup-garou s'acharnent sur le cou de Mike, qui continue à se battre sans relâche. Jenny sort sa dague et attaque le vicieux loup-garou. Elle le poignarde dans son dos poilu. Le loup-garou pousse un hurlement de douleur et de surprise en regardant Jenny avec ses terribles yeux rouges et s'approche lentement d'elle. Jenny marche à reculons. Sortez de ma ville! Le loup-garou hurle à nouveau en rugissement assoiffé de sang. Le pied de Jenny heurte une pierre et elle tombe, s'écorchant et se blessant au visage. Alors que le loup-garou se dirige vers elle, Mike reprend lentement conscience. Il s'était évanoui plus tôt à cause de l'attaque du loup-garou. « Jenny !» Mike se débat pour se mettre sur ses pieds, pour charger le loup-garou et grimper sur lui. La terrible créature hurle, grogne et claque des dents encore et encore dans la poitrine de Mike. Et Mike meurt des coups fatals. Jenny attaque à nouveau le loup-garou qui avait maintenant récupéré les deux dagues. Elle le frappa une fois dans le dos et l'autre dans le cœur. Le loup-garou se met à hurler de douleur et disparaît devant elle comme une ombre hirsute d'une épaisse fumée noire suspendue dans l'air. Quelques jours plus tard, Ross retrouve Jenny alors qu'elle avait récupéré et était retournée au collège. « Pardonne-moi, Jenny, de ne pas t'avoir aidé alors que tu avais vraiment besoin de moi. Tu es une fille très courageuse. » Ross, tu ne dois pas oublier Mike. Je suis en vie aujourd'hui grâce à elle. Et grâce à elle, nous sommes tous en vie et en santé. La fin. Horreur du placard. Cette histoire se déroule en 1980. Alex a déménagé à Boston avec son frère David et son père Thomas quelques jours auparavant. Leur maison était très belle. Les deux frères regardaient la maison et ils étaient très contents. Frère, notre chambre est cool, n'est-ce pas? Yep! Je vais mettre le lit près de ce placard. D'ailleurs, le placard n'est pas à nous. Il appartenait à l'ancien propriétaire. Ouais, il a l'air assez abîmé. Je pense que je devrais mettre mes affaires ailleurs. Dès qu'Alex touche le placard, il ressent un vent soudain et impétueux et il se retrouve par terre. Mec, tu vas bien? C'était vraiment bizarre. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'a poussé. Quelques jours plus tard, toute la famille avait emménagé et s'était installée dans leur nouvelle maison. Une nuit, Alex et David étaient en train de dormir quand ils ont entendu le bruit de quelqu'un dans le placard frappant de l'intérieur. Alex est tiré de son sommeil par le son d'une voix qui pleure frénétiquement. Il allume sa lampe de chevet et s'approche du placard. Un bruit terrible provient de l'intérieur. « Libérez-moi! Ouvrez la porte !» Alex prend peur et tire David de son sommeil. « Qu'y a-t-il? David, c'est le placard! Quelqu'un à l'intérieur implore qu'on lui ouvre la porte. » Que racontes-tu, Alex? Tu as dû faire un mauvais rêve. Non, je te le dis, c'est vraiment arrivé. David se dirige vers le placard et ouvre le battant. Il regarde à l'intérieur.
Mais il ne se passe rien. David jette un regard suspicieux vers Alex. Tu vois, Alex, il n'y a rien. Tout à coup, un monstre très dangereux apparaît, juste derrière David. En voyant le monstre, Alex est pris de peur. David, David, vite, retourne-toi. Le monstre disparaît alors que David se retourne. Quoi? Il n'y a rien. Alex tremblait de peur. Je vais dormir, je te conseille d'aller te coucher aussi, mon frère. Crois-moi, j'ai vu quelqu'un dans le placard. Nous ne pouvons pas rester dans cette pièce. Écoute-moi, David. Le lendemain soir, David essaye de parler avec son père. Papa, je peux aller dormir chez Harry? D'accord. Cette nuit-là, Alex dort seul dans la chambre. Il n'a pas sommeil. Il tremble sous les couvertures. Jusqu'à ce qu'il finisse par s'endormir, et quand il s'endort, dans un profond sommeil. Mais il se réveille, en entendant la porte de son placard s'ouvrir lentement. Il jette un coup d'œil hors de la couverture, et il a très peur. Le même monstre apparaît près de son visage. Alex crie, et il essaye de s'enfuir de la pièce. Mais la porte de la chambre ne s'ouvre pas. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. J'ai attendu des années pour ça. Comment puis-je te laisser partir? Comment? Alex essaie de se retourner, mais le monstre se déplace devant lui, peu importe où il court. Le monstre mord Alex dans le cou. Et des gouttes de sang coulent sur le sol. Le lendemain, David rentre à la maison et aperçoit Thomas bouleversé. Papa, que s'est-il passé? Je ne sais pas où est passé Alex. Il a disparu depuis ce matin. Ne t'inquiète pas, papa, je vais demander à ses amis. David demande à tous ses amis, mais personne n'est au courant. David s'assit sur son lit et se demande où est parti Alex. Ensuite, il voit du sang sous la porte du placard. Quand il ouvre le placard, le cadavre d'Alex lui tombe dessus. Mon frère! Papa! Alex est là! David et Thomas sont tous deux choqués par la mort d'Alex. Qui a bien pu faire ça, mon fils? Papa, tu te souviens de ce que le propriétaire a dit? Je pense que nous devons aller parler à Monsieur George. Je suis vraiment désolé pour Alex. George, sais-tu quelque chose sur ce placard? George était un peu nerveux. Cela date de l'époque de mon grand-père. Quand j'avais 20 ans, on dit qu'il y avait la crainte d'un tueur en série nommé Revin. Je me souviens qu'il est venu chez nous pour échapper à la police. Il s'est caché dans ce même placard. Et quand mon grand-père l'a découvert, il a fermé la porte du placard pour capturer le tueur. Mais il était atteint de démence. Avant de pouvoir informer la police, il a complètement oublié qu'il avait enfermé Revin dans le placard. Revin y est resté 30 jours et est mort. Au bout d'un certain temps, la pièce a commencé à puer. Grand-père a ouvert le placard et s'est souvenu de tout. Le pasteur nous a dit de brûler le cadavre, mais grand-père l'a enterré. Après cela, nous n'avons jamais utilisé ce placard. Ce qui signifie que Revin a tué mon frère. Qu'est-ce que tu dis, David? David raconte à Thomas et George les incidents vécus par Alex et lui. Grand-père a enterré le corps dans le jardin derrière la maison. Peut-être que si nous brûlons son squelette, son âme trouvera la paix. Le meurtrier de mon frère doit être puni. George et Thomas commencent à creuser dans le jardin. David monte dans la chambre pour refermer la porte du placard, au cas où le monstre pourrait sortir à nouveau. Mais quand David entre dans la pièce, la porte se referme derrière lui. Il court à travers la pièce pour fermer la porte du placard, mais il est projeté contre le mur à l'autre bout de la pièce. Il a mal à la tête.
Puis le même terrible monstre surgit du placard et lui fait face. Des yeux rouges épouvantables, un corps géant ensanglanté, le cri de David sort. Dehors, Thomas entendit le cri et courut à l'intérieur. Le monstre attrape David à la gorge et le jette à nouveau. Thomas attrape une batte de baseball, casse la porte et entre à l'intérieur. Il frappe le monstre, mais la batte se brise en deux. Puis le monstre plante ses ongles pointus dans l'estomac de Thomas, qui meurt. Dehors, George ignore les cris et trouve le squelette de Revin. « Papa! Papa !» David commence à pleurer. Le monstre s'avance vers lui pour le tuer. Mais au moment où il s'approche de David, le monstre s'enflamme. À l'extérieur, George avait mis le feu au squelette. Le monstre se transforme en fumée à l'intérieur et le placard brûle également. « Je sais que tu as beaucoup perdu, David. À partir d'aujourd'hui, tu es mon fils. Viens avec moi. » David s'en va avec George, mais ne parvient jamais à sortir de cette tragédie. Fin. La Dame Pâle. Cette histoire se déroule dans les années 60. En Angleterre, vivait une femme nommée Lucy Morgan. Elle était très belle. Ses parents étaient décédés et elle vivait avec sa tante Mary. Lucy voulait devenir une peintre très célèbre. Un jour, Marie s'approche d'elle pendant qu'elle peint. « Lucy, tu as beaucoup de talent. Tu devrais prendre des cours de peinture. »« Je veux apprendre, tante Marie. Je connais une dame du nom de Madame Rose, hors de la ville. Je voulais apprendre la peinture avec elle. C'est une peintre très célèbre, mais je ne te laisserai pas seule. » « Oh, ne t'inquiète pas pour moi, Lucy. Tu ne peux pas mettre tes rêves de côté. Pour moi. Tu te souviens de tante Anna, ma sœur? Tu pourrais séjourner chez elle. » Lucy fait ses bagages et va se coucher. Elle s'endort très rapidement, puis elle fait un rêve effrayant. Dans ce rêve, Lucy se trouve dans une pièce étrange, avec des murs complètement blancs et des taches noires, et des traces d'ongles sur les murs. Où suis-je? Y a-t-il quelqu'un ici? Bonjour, il y a quelqu'un? Tout à coup, des gouttes de sang se mettent à couler sur elle. Elle lève les yeux effrayée, mais il n'y a personne. Quand elle baisse les yeux, ses pieds sont trempés de sang. Puis, le sang se répand dans toute la pièce. Sauvez-moi! Le sang monte, et en courant, elle se dirige vers la fenêtre et l'ouvre. Non loin de la fenêtre, se trouve une femme flottant dans l'air. Son visage est pâle et ses lèvres sont cousues avec une ficelle. Ses yeux sont noirs et sans pupille. Elle s'avance lentement vers Lucy. « Laissez-moi! Laissez-moi !» Lucy tombe de la fenêtre et trébuche, tombant dans le sang qui coule dans la pièce. Elle frissonne de peur, terrifiée, en regardant la femme flottante passer lentement à travers la fenêtre. La femme flotte au-dessus du sang et attrape le cou de Lucy. Lucy ouvre les yeux, se réveillant de son rêve. Elle touche son cou à l'endroit où la femme l'a attrapé. « Non, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille !» Aussitôt, Mary entre en courant dans sa chambre. « Que s'est-il passé, Lucy? As-tu fait un cauchemar? »« Oui, ma tante, c'était le pire des cauchemars. Je n'avais jamais vu un visage aussi horrible. » Il n'y a rien à craindre. Je vais dormir dans ta chambre le reste de la nuit. D'ailleurs, demain tu pars. Le lendemain, Lucy dit au revoir à Mary et se rend chez la sœur de Mary, Anna. Viens, Lucy, je vais te montrer ta chambre. J'ai parlé à Madame Rose. Elle viendra t'enseigner la peinture elle-même à partir de demain. D'accord, ma tante, merci. Anna accompagne Lucy et lui montre sa chambre. Lorsqu'elle ouvre la porte, Lucy est surprise de voir la chambre. C'est la même chambre que celle de son rêve de la nuit précédente. Le même mur blanc, des marques rondes noires et une fenêtre. Lucy se souvient de la femme dans son rêve et elle est terrifiée. Comment trouves-tu la chambre, Lucy? Elle est parfaite, ma tante. Lucy ne raconte rien du rêve à Anna, mais elle dort à peine dans cette chambre cette nuit-là. Le lendemain, elle attend avec une toile et des couleurs sur la table quand quelqu'un frappe à sa porte. Bonjour Madame Rose, je suis votre grande fan et c'est un honneur pour moi d'apprendre la peinture avec vous. Madame Rose entre et la porte se referme toute seule. Lucy est confuse et effrayée. Je suis aussi très heureuse de te rencontrer.
Madame Rose se détourne un instant, puis se retourne vers Lucie. Mais son visage a changé. Elle ressemble à l'horrible femme du rêve de Lucie. Lucie est terrifiée et crie. La dame pâle devient molle et se retrouve sur le sol. La dame pâle s'approche d'elle et griffe le beau visage de Lucie. Tante Anna entend et essaye d'ouvrir la porte, mais elle ne s'ouvre pas. Anna ouvre la porte et voit que Madame Rose est inconsciente. Et elle voit de terribles griffures sur le visage de Lucie. Qui t'a fait ça, Lucie? Son visage était blanc, un visage si horrible. Anna est choquée. Était-ce la dame pâle? Elle est de retour. Qui est cette dame pâle? Et pourquoi fait-elle ça? Elle m'est apparue en rêve avant que je n'arrive ici. Il y a 30 ans, des choses étranges ont commencé à se produire dans cette ville. Les belles filles de la ville étaient attaquées au visage à coups de pierre, même si elles ne faisaient que marcher dans la rue. La police a essayé très fort de trouver qui était derrière tout ça. Puis après quelques mois, ils ont trouvé qui c'était. Une femme nommée Lily, qui n'était pas très belle. Sa peau était très pâle, elle avait une coupure à la lèvre, à cause d'un accident dans son enfance, et elle était une patiente évadée d'un asile psychiatrique, pour rendre les choses encore meilleures. Elle disait que les gens se moquaient beaucoup d'elle à cause de son visage. Alors, elle blessait les belles femmes. Lorsque la police la conduisait en prison, les gens la lapidaient à mort. On raconte que son âme s'attaque encore aux belles filles et les tue. Lucie, tu dois partir d'ici, sinon elle te tuera aussi. Sur le sol, le professeur Rose gémit et se réveilla. Elle était choquée que la dame pâle ait pris possession de son corps. Madame, vous devriez aussi partir. Non, Anna et moi affronterons cela ensemble. Elle est jalouse de notre beauté, n'est-ce pas? Nous allons lui tendre un piège. Anna et moi voulons que tu nous ramènes de l'eau bénite de chez le pasteur. Je sais comment faire disparaître cette femme pâle. Lucie et Anna acceptèrent. Le soir même, Lucie portait une belle robe et était très bien maquillée. Puis, elle se regarda dans le miroir. Lucie, tu es très belle. Lily aurait été jalouse si nous nous étions vues toutes les deux. C'est la dame pâle, enragée par la beauté de Lucie. Le fantôme hurla à un tel point que toutes les vitres de la maison se brisent. Elle se glisse par la fenêtre brisée. Après s'être approchée, elle projette ses longs cheveux sur le visage de Lucie. Le contact de ses cheveux brûle la peau de Lucie, qui hurle de douleur. La dame pâle griffe le corps de Lucie avec ses ongles. Lucie ne peut supporter cette douleur. Elle essaye de s'enfuir, mais la dame pâle lui attrape les cheveux et la tire en arrière. Ses mains pâles commencent à s'allonger et elle attrape Lucie par le cou, l'étranglant. Je vais détruire ta beauté. Lucie hurle de douleur. Puis, Madame Rose lance une incantation spirituelle. Les oreilles de la dame pâle commencent à lui faire mal et elle se met à crier. Comment oses-tu? Elle apparaît sous sa forme la plus puissante et plaque Madame Rose au sol. Mais cela n'empêche nullement Madame Rose de continuer à réciter les incantations. La dame pâle continue à lui presser. Au nom de tout ce qui est saint, je te condamne à l'enfer. Le visage de Madame Rose pâlit. Puis Anna surgit par derrière et asperge la dame pâle d'eau bénite. La dame pâle tombe en souffrance, quitte Madame Rose et se retourne pour attaquer Anna. Mais à ce moment, Anna met un médaillon en forme de croix autour du cou du fantôme. La dame pâle ne cesse de souffrir et disparaît lentement peu à peu. Et son emprise sur Lucie commence à diminuer. Et lentement, elle disparaît. Et c'est ainsi que la dame pâle tire sa révérence. La fin.
L'homme au crochet. Cette histoire date de 1956. Elle se déroule dans une petite ville d'Amérique où vivaient Sophia et son petit ami Henry. Ils s'aimaient tous les deux beaucoup et passaient le moindre moment ensemble. Un jour, après le retour de l'université, Henry rejoint Sophia chez elle et lui dit « Sophia, aujourd'hui mon père a laissé sa voiture à la maison et il est parti en voyage d'affaires. Tu dois trouver une excuse ce soir pour qu'on puisse prendre la voiture et faire un long trajet ensemble. » Sophia et Henry conduisaient près d'une forêt, en écoutant de la musique à la radio. Soudain, un homme apparaît devant eux. L'homme n'avait pas une main, mais plutôt un crochet en acier en guise de main. L'homme était debout, vêtu d'une cape noire et ressemblait à une ombre noire. Sophia cria en voyant l'homme et Henry appuie aussitôt sur les freins de la voiture. Ils sont alors tous les deux très effrayés. « Tu vas bien, Sophia ?» « Oui, je vais bien, Henry. Mais qui était cet homme ?»« Je n'en ai aucune idée. Il était debout au milieu de la route. Attends ici, je vais aller jeter un coup d'œil. » »« Non, laisse tomber, Henry. Partons d'ici. Nous ne devrions pas nous arrêter ici. » Ok, allons-y. Henry gare le véhicule près de la forêt et une musique romantique passe à la radio. « Qu'est-ce que c'est, Henry ? Pourquoi t'es-tu garé ici ? » Pour que nous puissions passer un bon moment ensemble. Henry prend la main de Sophia et se rapproche d'elle. Alors qu'ils s'embrassent, un grand bruit de marteau se fait entendre au-dessus de leur voiture. Il y a eu un bruit de grattage. Sophia se bouche les oreilles et dit « Mais qu'est-ce qui se passe, Henry ? Partons d'ici !» Étrangement, la voiture ne démarre pas quand Henry essaye de la faire démarrer. Il essaye de démarrer la voiture 2 ou 3 fois de plus. Finalement, elle démarre. Henry appuie sur la pédale d'accélérateur et se tire de là, les roues crissant contre le trottoir. Le jeune couple entend une annonce à la radio, au milieu d'un silence angoissant. Nous interrompons votre émission régulière pour vous communiquer notre actualité. Nous venons d'apprendre que l'homme au crochet est de retour en ville et qu'il fait des victimes parmi les jeunes du quartier. Alors, soyez prudents. En écoutant l'annonce, Sophia a été clairement bouleversée. La peur se lisait clairement sur son visage. Henry lui demande « Que se passe-t-il, Sophia ? Qui est cet homme au crochet et pourquoi as-tu frémi dès que tu as entendu son nom ?» ?»« Tu ne sais pas, Henry. Tu es arrivé dans cette ville il y a quelques années. Il y a 10 ans, en 1946, la fille de ma tante, Anna, et son petit ami sont partis en randonnée. Ils ont campé seuls sur la colline et ont monté une tente. Alors qu'ils allaient tous les deux vers la tente, Anna a entendu une voix et elle a eu un peu peur. Quand les deux ont vu la forme à l'extérieur, un homme se tenait devant leur tente, très effrayant et maléfique. Les ongles de ses mains étaient longs, ses yeux étaient d'un rouge sinistre et l'une de ses mains était faite d'un crochet en acier. « Je ne vous laisserai pas partir tous les deux. Je tuerai tous les couples qui s'aiment. » Le petit ami d'Anna entra en colère après avoir entendu cela et il attaqua l'homme au crochet. Mais celui-ci le poignarda dans le cou et le frappa au visage et le petit ami mourut sur le coup. Anna tentait de s'enfuir quand l'homme au crochet lui attrapa le cou et la frappa et la poignarda au visage. Ma sœur s'est évanouie et quand elle a repris ses esprits, elle est rentrée couverte de blessures. Depuis, elle n'a pas pu se remettre de cet épisode. Elle reste dans sa chambre, ne parle à personne et ne veut pas se marier. Mais qui est cet homme au crochet et pourquoi fait-il cela ? De tels incidents se multiplient rapidement dans la ville. Des couples étaient assassinés chaque jour. Nous ne comprenons pas qui est l'homme au crochet. Pourquoi faisait-il cela ? Et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas été en mesure de comprendre qui il est. Sophia raconte tout cela à Henry. Et soudain, son véhicule est à nouveau attaqué. Comme si quelqu'un frappait le véhicule avec un marteau.
Henri, dépêche-toi! Allons chez moi! Puis l'homme au crochet brisa la vitre de la voiture avec son crochet. De ses yeux rouges, de ses dents pointues, de son visage terrible coule une lave de sang. Il traîna Sophia hors de la voiture avec son crochet. Henri essaye rapidement de frapper l'homme au crochet en sortant de la voiture, mais celui-ci le frappe avec son crochet sur le visage. Et son visage se couvre de sang. Il hurle de douleur et meurt. Sophia se précipite pour sauver sa vie. « Je ne laisserai personne vivre. Je ne laisserai sûrement personne vivre. Je vais tuer tout le monde dans cette ville. Et personne ne pourrait être heureux en amour. Personne. » Sophia s'enfuit chez son oncle John. Son oncle est un militant du paranormal. Elle lui raconte toute l'histoire. Pourquoi est-il revenu? Mon oncle! Pourquoi veut-il tuer tout le monde? Il a tué Henri aussi. J'ai tellement peur. Ma chère, tout d'abord, tu devrais boire un peu d'eau. Je sais ce qui est arrivé à Anna. Et maintenant, il est revenu. Ce qui signifie que tous les jeunes sont en danger désormais. Mais pourquoi tue-t-il tous les jeunes? On raconte qu'il y a 50 ans, un garçon nommé Kevin Hook vivait dans cette ville. Il était forgeron. Kevin aimait une fille, mais il ne pouvait pas l'épouser, car le père de la fille était très riche. Il a brisé l'amour de Kevin avec son argent. Et pour éloigner Kevin de sa fille, il a coupé une des mains de Kevin et l'a battu violemment. Kevin a failli mourir. On dit qu'il a fabriqué ce crochet et l'a fixé sur sa propre main. Maintenant, il tue tous les couples qui s'aiment. Il vient dans cette ville tous les 10 ans pour chasser. Et tout le monde l'appelle l'homme au crochet. Mon oncle, je dois venger la mort d'Henri contre cet homme au crochet. Il a aussi ruiné ma sœur. Je ne le laisserai pas tranquille. Aidez-moi, s'il vous plaît. D'accord. Je t'aiderai. Sophia et son ami Peter se tiennent près de la forêt et attendent l'homme au crochet. Sophia, j'ai tellement peur. Et si l'homme au crochet me tue? Rien de grave ne t'arrivera. Aie la foi. Sophia serre Peter dans ses bras et soudain, des vents violents soufflent puissamment dans la forêt. Sophia voit l'homme au crochet debout devant elle. Le sang coulant de son crochet et son regard enragé. « J'ai dit que je tuerais tous les amoureux !» L'homme au crochet tend la main, attrape la jambe de Peter avec le crochet et le suspend à l'arbre. « Je ne laisserai personne. Je ne laisserai plus personne !» L'homme au crochet tend l'autre main et soulève Sophia par le cou. Sophia s'étouffe et au même moment, l'oncle John, caché derrière un arbre, apparaît et met un médaillon autour du cou de l'homme au crochet. La force de l'homme au crochet se mit à diminuer. Il commença à gémir bruyamment. Son crochet se détacha de sa main et il disparut lentement dans le vide. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de l'homme au crochet. Sabrina. Cette histoire se déroule en 1935, dans une petite ville d'Indonésie. Johnny et Maria vivaient avec une petite fille du nom de Kitts. Kitts était la nièce de Johnny. Ils l'ont adoptée tous les deux après la mort de ses parents. Chérie, pourquoi n'es-tu pas heureuse? Où sont ma mère et mon père, mon oncle? Maintenant, nous sommes ta mère et ton père. 2 ans s'étaient écoulés, mais Kitts demeurait toujours déprimé. Johnny possédait un célèbre magasin de jouets. Ses poupées étaient célèbres dans toute l'Indonésie. Johnny avait créé une marque de poupées très célèbre qu'il avait baptisée Sabrina. Un jour, Johnny ramène une poupée Sabrina pour Kitts. Maria, c'est un cadeau pour Kitts. Tu le lui donnes. Qu'est-ce que c'est, papa?
C'est la poupée Sabrina, ma chérie, que ton père a spécialement fabriquée pour toi. Elle est aussi plus grande que les autres poupées. Merci ma tante. Non chérie, dis merci à ton père. Kit feignait toujours d'être heureuse, mais au fond d'elle-même, ses parents lui manquaient beaucoup. En quelques jours, elle rejoint la 8e classe et Johnny et Maria la placent dans une école en périphérie de la ville. Elle s'est aussi fait de bons amis à l'école. Comment t'appelles-tu ? Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Kit. Moi, c'est Bush. Je suis ton moniteur de classe. Voici mon groupe. Bishop, Martin et Lyra. Et très vite, Kit se reprend ses études et devient un peu plus heureuse qu'avant. Malgré tout, aujourd'hui encore, son père et sa mère lui manquent beaucoup. Un jour, à l'école, Bush joue à un jeu avec tous les autres enfants. Un jeu qui consiste à appeler les âmes mortes et à leur parler. Elles peuvent venir d'un autre monde à notre monde. Qu'est-ce que tu fais, Bush ? Assieds-toi tranquillement près de moi, Kit. J'appelle ma grand-mère ici. Je l'aimais beaucoup. Et ça fait plusieurs jours que je ne l'ai pas vue. Donc ce jeu amène les personnes mortes ? Oui, ils viendront. Seulement si tu les appelles correctement. Mais vous devez aussi vous assurer de les renvoyer avec précaution. S'ils ne sont pas renvoyés correctement, ils peuvent créer beaucoup de désolation dans notre monde. Bush commence à jouer le jeu. Quelqu'un éteint les lumières dans la pièce et après un moment, un esprit apparaît. Les photos de toute la pièce se mettent à trembler. Soudain, la grand-mère de Bush y apparaît. Bush commence à lui parler. Kit observe attentivement toute la scène. Tout le monde chante et parle au mauvais esprit après le départ de la grand-mère de Bush, afin qu'elle retourne en paix à son entité et ne demeure pas sur Terre. Retourne en paix, mamie. Ce fut un plaisir de te voir aujourd'hui. Maintenant, tu peux retourner d'où tu viens. Ainsi, je peux aussi rencontrer ma mère. Maintenant, je sais où elle est allée soudainement. Bush, tu veux bien m'apprendre ce jeu ? Je veux aussi rencontrer ma mère. D'accord, Kit. Je vais t'apprendre. Mais promets-moi que tu le feras toute seule. Et aussi, quelle que soit l'âme que tu choisis d'invoquer, tu veilleras à dire les incantations pour renvoyer cette âme dans son monde. D'accord, Bush, j'y veillerai. Et Bush explique à Kit toutes les règles du jeu et lui donne également le pentagramme d'où l'entité serait appelée. À minuit de la lune noire, Kit se ferme la porte de sa chambre, accroche le pentagramme dans la pièce et commence le rituel, en plaçant une bougie au milieu du pentagramme, et commence à invoquer sa mère et son père. « S'il vous plaît, revenez ! S'il vous plaît, revenez ! Je demande au mal de vous ramener !» Puis on frappe bruyamment à la porte. Kit ouvre la porte rapidement en veillant à tout dissimuler. Sa tante Maria lui ramène la poupée Sabrina et la lui donne. « Tu l'avais laissée dehors, chérie, alors je te la ramène. Bonne nuit !» Ouf, j'ai failli me faire prendre. J'aurais eu tellement d'ennuis. Maintenant, je dois attendre la prochaine lune noire pour appeler ma mère. À quoi penses-tu, chérie ? À rien, ma tante. Je me sens juste fatiguée. Merci pour la poupée. Kit se s'endort avec la poupée. Aussitôt qu'elle s'endort, les yeux de la poupée Sabrina s'ouvrent et elle s'envole dans les airs, puis s'assit sur une chaise non loin. Cela signifie que le kit de culte diabolique de Kit n'était pas vain et que le démon tentait d'entrer dans la poupée depuis un autre monde. Sabrina ne cessait de passer d'un monde à un autre. Demain soir, je vais accrocher ce pentagramme à nouveau et je vais invoquer ma mère. Rien ne m'empêchera de la rencontrer cette fois. Kit accroche à nouveau le pentagramme la nuit suivante. Et alors, de façon inattendue, des mouvements se manifestent dans la poupée Sabrina. Elle commence lentement à se transformer en démon, et tout à coup, ses ongles se transforment en griffes et ses cheveux prennent une teinte rouge-feu. Ses pieds se tournent vers l'arrière et elle se balance avec ses pieds dans les airs. Et soudainement, elle attaque Maria. Je vais te tuer, je vais te tuer. Qui es-tu ? Comment es-tu arrivé chez moi ? Va-t'en d'ici ! Et alors, furieusement, le démon attaque Maria et son mari. Les deux perdent énormément de sang. La poupée démoniaque tente de pénétrer dans le corps de Maria, mais les deux s'échappent de la maison.
Que se passe-t-il? Qui était-ce? Et comment est-elle arrivée dans notre maison? Je ne sais pas, Maria. Nous devons le découvrir. J'ai une amie appelée Daria. C'est une experte en paranormal. Nous devrions la rencontrer dès que possible. Allons-y, avant qu'elle ne fasse plus de dégâts. Maria et Johnny se rendent chez Darla et lui racontent les événements. C'est une vieille femme qui est revenue pour terminer une affaire en suspens. Que devons-nous faire? Nous devons retourner chez vous pour le découvrir. Munis de ces informations, ils retournent tous dans la maison et invoquent le démon à l'aide du jeu Charlie Charlie et du pentagramme. Mais la démone est très puissante. Elle met le feu au jeu et le réduit en cendres. Tout à coup, toute la maison devient sombre. Toutes les photos s'écrasaient, se cognaient et tremblaient contre les murs. Puis Kit se rapprocha d'elle, flottant dans les airs. « Hé, que se passe-t-il, Kit ?»« Ne t'approche pas d'elle. Elle est possédée. Le démon est en elle. Éloigne-toi. »« Non! Comment puis-je laisser mon enfant toute seule ?» Alors Kit se jette violemment vers eux et les attaque. Parfois, elle se tient la tête en bas contre le mur et parfois, elle se met à voler. Elle était si forte que les 3 adultes ne purent la retenir. On aurait dit que du sang coulait de ses yeux et soudainement, elle attrapa Maria par la gorge. Je ne te laisserai pas partir. Alors, Darla commence à chanter fort et elle attrape Kit par derrière. Après avoir ôté le démon de Kit, ils sortent tous de la maison et ferment rapidement la porte. Nous avons fermé la porte. Maintenant, elle ne pourra pas nous atteindre. Mais qui était-ce, Daria? Et pourquoi nous suivait-elle? C'était le démon Bugou, la fille de Satan, le pouvoir maléfique le plus puissant. Quelqu'un l'a apparemment invoqué dans la maison et c'est ainsi que le démon Bugou est entré. Mais qui ferait une chose pareille? Qui serait aussi stupide? En écoutant cela, Kit se met à pleurer à chaudes larmes. Je l'ai fait, ma tante. Je voulais rencontrer ma mère. Alors j'ai essayé de la contacter. Oh, qu'est-ce que tu as fait? Ta mère a également appelé le même démon. Et en essayant de la renvoyer, elle est morte. Quoi? Pourquoi personne ne m'a jamais dit ça? Bon, que devons-nous faire maintenant? Johnny et Maria, il n'y a qu'un seul moyen de la tuer. Il y a une dague dans la grotte de la Montagne Noire. Nous devons la récupérer. Ce n'est qu'avec cette dague que nous pourrons renvoyer Bugou dans son monde. Sinon, elle reviendra à la vie. Alors ne traînons pas. Dépêchons-nous avant qu'elle ne prenne forme humaine. Maria et Johnny ramènent la dague de la colline évoquée par Darla. Et ils pensent que tout rentrera dans l'ordre maintenant. Mais ils se trompent. En sortant de la maison, Kit s'emmène avec elle la poupée Sabrina. Pendant un moment, la poupée reste calme. Mais après un certain temps, le démon Bugou entre en elle. Et les yeux de la poupée s'ouvrent. Qui êtes-vous? Que voulez-vous encore de nous? Je vais vous tuer aussi et vous emmener dans mon monde avec moi. En parlant, elle possède soudainement Maria. Sa forme est totalement transformée. Elle s'envole dans les airs. Johnny, Darla et Kit deviennent inquiets en voyant ça. Darla commence à incanter rapidement. Au nom de Jésus, va-t'en démon! Au nom de Jésus, va-t'en démon! Et Darla continue à incanter bruyamment, en aspergeant d'eau bénite la possédée Maria. Bugou, incapable de le tolérer, s'en prend immédiatement à Darla. Elle essaie de son mieux de prendre le journal de la main de Darla. Elle lui enfonce ses dents dans le cou et commence à déchirer sa chair. Laisse-la tranquille, laisse Daria. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Cessez de parler et ramenez la dague. Et s'il arrive quelque chose à Maria? Rien ne lui arrivera. Lancez-lui la dague. Le combat est intense. Puis Darla recommence le rituel à voix haute et Johnny arrive par derrière et attaque Maria avec la dague. Le démon Bugou s'échappe du corps de Maria et s'écroule en gémissant de douleur.
Darla l'asperge d'eau bénite. Lentement, Bugu disparaît en fumée et Darla met immédiatement le feu à la poupée Sabrina qui se consume. Que fais-tu? Nous devons la brûler pour que Bugu ne puisse plus jamais revenir. Tout revient peu à peu à la normale et Kit se résigne à accepter Johnny et Maria comme parents. Mais un jour, Johnny ramène une nouvelle poupée pour Kit et s'aperçoit que ses yeux s'ouvrent soudainement la nuit. Fin.
date de 1965. Un homme du nom de Thomas vit au Mexique avec sa femme Bella. Ils aiment faire de longs voyages en voiture ensemble. Mais cette nuit-là, ils ne savent pas qu'ils étaient observés par un homme sombre, avec des yeux rouges au clair de lune. Thomas chantait une petite chanson et Bella en était agacée. Thomas engagea la voiture sur un chemin de terre à travers les bois. La forêt est si dense et si sombre ici. Thomas, combien de fois dois-je te demander de ne pas aller par là ? Écoute chérie, c'est un raccourci. D'ici nous rentrerons plus vite à la maison. S'il te plaît, ne prends pas un tel raccourci. Thomas, combien de fois je te l'ai expliqué, mais tu ne m'écoutes pas du tout. Ok chérie, désolé. La prochaine fois nous irons par la route. Peu importe le temps que cela prendra. C'est bon, mais rentrons vite à la maison. Ces bois me donnent la chair de poule. Thomas conduisait quand il aperçut un homme devant lui. Cet homme fait des gestes pour arrêter la voiture. Hé, pourquoi ce type se tient-il comme ça ? Je vais m'arrêter et voir ce qui se passe. Pourquoi s'arrêter ? Nous ne sommes pas en sécurité au beau milieu de la nuit. Qui sait, il a peut-être besoin de notre aide. Tu es sûr, Tom ? Il est super tard. Nous devrions rentrer directement à la maison. Ne t'inquiète pas, Bella, je suis avec toi. Il n'arrivera rien. Détends-toi. Voyons juste ce qu'il a à dire. Thomas arrête la voiture et baisse la vitre. Un très beau jeune homme se tient devant lui. Hé, vous avez un problème ? Que faites-vous ici par une telle nuit ? Je m'appelle Noah. Je viens d'un village voisin, mais je me suis perdu. Et je ne sais pas où aller. L'adresse est écrite, mais je l'ai perdue aussi. Vous pourriez peut-être me conduire à un hôtel ? Thomas regarde vers Bella. Bella secoue la tête, sans expression. Allez, montez dans la voiture. Merci beaucoup. Si vous n'étiez pas venu, personne d'autre ne l'aurait fait. Aucun problème. Viens, assieds-toi dans la voiture. Thomas conduit et regarde aussi Noah dans le rétroviseur avant. Noah regarde par la fenêtre. Son corps brille au clair de lune. Je m'appelle Thomas et voici ma femme, Bella. Noah sourit et Bella regarde Thomas avec hargne. Thomas reprend la parole. Alors Noah, comment es-tu arrivé en ville ? Il y a un célèbre activiste du paranormal, Monsieur Handman. Je suis venu le rencontrer et je vais l'aider. Il y a récemment eu de gros problèmes dans cette ville. Incroyable ! Monsieur Peter Handman, c'est un très bon ami à moi, un type formidable. Vraiment génial. Vous venez le voir cette semaine ? Alors je vous y verrai. Tu sais quoi ? Tu devrais passer la nuit chez nous. Et demain, je te déposerai chez Peter. Vous êtes si gentil, merci. Bella se détend enfin et commence à parler à Noah. Noah, de quel gros problème parlais-tu ? Monsieur Handman m'a envoyé une lettre disant qu'un vampire s'est réveillé dans cette ville. Il se nourrit du sang de la population. Et nous devons le maîtriser. Peter m'a demandé de venir l'assister. De quoi tu parles ? D'un vampire ? Il y a de vrais vampires ? Oui, ils sont réels, Bella, madame. Bien. Alors dis-nous-en un peu plus sur ces vampires. J'ai lu beaucoup de choses sur ces vampires. Ces vampires sont une espèce très ancienne. Ils peuvent vivre de sang animal pendant des siècles et se transformer en n'importe qui. Et quand ils ressentent qu'ils sont assez vieux pour mourir, ils recherchent le sang des humains, ce qui les maintient en vie pendant des années. Ils peuvent lire dans les pensées et c'est une espèce très dangereuse. Thomas arrête la voiture. Eh bien, nous sommes à la maison. Maintenant, arrêtons ces histoires effrayantes. Bella, peux-tu servir du café chaud à tout le monde ? Oui, bien sûr. D'abord, entrons dans la maison. Noah regarda vers la maison et sentit l'odeur de la maison. Ses yeux étaient fermés.
Thomas a remarqué son geste et posa une main sur son épaule en regardant vers lui. Noah ouvrit les yeux. « Ne sois pas timide, Noah. Considère cet endroit comme étant ta propre maison. D'accord, Thomas ?» Bella, Noah et Thomas sont installés dans le salon. Ils boivent du café. Thomas s'aperçoit alors que Noah ne boit pas de café. « Noah, pourquoi ne bois-tu pas de café ? Je n'aime pas le café. » « Oh, alors dis-moi qu'est-ce que tu aimes ?» Noah répondit de nouveau grossièrement. « Je viens de vous le dire, je n'aime rien. » Thomas et Bella se regardent fixement. À ce moment-là, une énorme chauve-souris entre dans leur maison et commence à errer tout autour. « Ouah, d'où sort-elle ? Thomas, fais quelque chose !» Les yeux de la chauve-souris rougissent et elle se jette sur Thomas et lui assène un coup au visage. Le visage et les mains de Thomas sont marqués et son corps commence à saigner. Noah éprouve une sensation étrange en voyant ce sang. « Noah, j'ai mis la trousse de secours dans le tiroir. Prends-la vite !» Bella regarde vers Noah, mais elle ne voit personne. « Noah, où es-tu ?»« Juste derrière toi. » Quand Bella se retourne, Noah se tenait là et ses yeux devenaient rouges, ses vêtements devenaient noirs, ses dents devenaient pointues. Bella est pétrifiée. « J'ai tellement soif. Aujourd'hui, je vais boire votre sang tous les deux et je vais rajeunir de 10 ans. » Thomas entre en colère et s'apprête à pousser Noah. Mais ce dernier s'envole dans les airs. De petites chauves-souris entrent dans la maison et commencent à grouiller autour de Noah. « Bella, va-t'en d'ici !»« Non, je ne te laisserai pas. Tu es blessé. » Noah poursuit Bella et la capture. Toutes les chauves-souris attrapent Thomas par les 2 bras et le soulèvent, si bien qu'il ne peut rien faire. Non, laisse-moi partir. Noah, s'il te plaît, laisse-nous tranquilles. Nous t'avons aidé quand tu en avais besoin. S'il te plaît, laisse-nous. Noah attaque Bella de ses dents pointues dans le cou et boit son sang. Bella s'évanouit et meurt. « Bella! Bella !» Ta femme est morte. Maintenant, c'est ton tour. Noah s'envole et se jette sur la gorge de Thomas, qui est torturé à mort. Noah sort de la maison en même temps que les chauves-souris, volant à travers la fenêtre. Bella et Thomas reviennent à la vie, avec des yeux rouges et des dents aiguisées. Eux aussi étaient devenus des vampires. Ils se regardent avec un sourire malicieux et ils sortent de la maison, se déguisent et partent à la recherche de leur propre proie. La fin.